Bonjour Cyrielle Châtelain. Bonjour. Hier, vous avez été reçus, vous, les écologistes, à Bercy pour parler budget avec les ministres concernés. Est-ce que vous avez enfin compris et appris où François Bayrou allait faire ses 40 milliards d'euros d'économies? Ben non, sans surprise, ils ont reçu les chefs de file donc, du Sénat et de l'Assemblée nationale du groupe écologiste et social pour leur dire qu'ils ne pouvaient pas nous dire ce que François Bayrou avait annoncé. Une heure pour rien. En tout cas, il voulait faire de la pédagogie et moi j'ai envie de dire les leçons, ça suffit. Pourquoi? Parce qu'ils ont, en un an et demi, entre fin 2023 et toute l'année 2024, les gouvernements d'Emmanuel Macron ont dilapidé 70 milliards d'euros de recettes non perçues. Pour donner une idée, 70 milliards d'euros, c'est ce que le gouvernement d'Elisabeth Borne voulait économiser grâce à la réforme des retraites, donc le passage des retraites à 64 ans, entre 2023 et 2030. Donc ils ont cramé la caisse en un an et demi. Donc moi, je pense qu'il faut qu'ils sortent de l'auto-persuasion que leur politique, elle fonctionne et qu'ils commencent à écouter. Alors pourtant, il va bien falloir trouver, si l'on entend François Bayrou, ces 40 milliards d'euros d'économies, l'année blanche, c'est-à-dire le gel de pas mal de prestations sociales, de dépenses publiques, semble tenir la corde. Est-ce que ça vous conviendrait comme solution? Non. La pauvreté est au plus haut depuis 30 ans. On a un niveau de pauvreté qu'on n'a jamais vu depuis 1996. Donc ça suffit de faire payer toujours aux plus modestes leur incompétence. Alors là, c'est pour tous les Français, ça permettrait d'aller chercher entre 6 et 20 milliards d'euros d'économies. Oui, mais vous vous rendez bien compte que quand on gèle les prestations familiales, l'APL, ça touche déjà ceux qui ont du mal à s'en sortir, pas les plus riches et les plus fortunés. Et d'ailleurs, les derniers chiffres de l'INSEE sortis cette semaine le montrent, c'est-à-dire que le budget des plus modestes est en train de se contracter et les plus riches est en train d'augmenter. Donc en fait, c'est une politique de classe qui est faite par ce gouvernement qui favorise toujours les mêmes. Ça suffit. En fait, quand on dilapide les caisses et qu'on a des résultats en termes de politique publique aussi minables, eh ben on arrête. Et il y a une autre sacrifiée de cette politique, c'est les investissements climat, qui Et pour du coup, la vous allez première fois chercher sont en baisse comment de les économies? 5%. Est-ce que c'est des impôts supplémentaires? Est-ce que... Alors déjà, on va les chercher en comblant les trous qu'ils ont faits dans les impôts, qui bénéficient à ceux qui savent comment les utiliser. Par exemple, en termes environnementaux, en supprimant la niche fiscale sur le kérosène qui bénéficie à l'aviation. Et après, oui, on remet de la justice dans la question des impôts. C'est l'impôt plancher pour les plus riches, 2% quand on a 100 millions d'euros de patrimoine, ce qu'on appelle la taxe Zuckman, où il y a aussi la question de l'héritage et du pacte Dutreil. Le pacte Dutreil, c'est quelque chose d'assez complexe qui exonère d'impôts ce qu'on considère comme les biens professionnels, mais dans une version très élargie. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, à peu près 40% des gens qui en bénéficient, ils touchent 60 millions d'euros d'héritage. Alors, la taxe Zuckman, au début de l'année, le gouvernement disait c'est inefficace, c'est confiscatoire, c'est une très mauvaise idée. Alors, dire que ceux qui ont 100 millions d'euros de patrimoine payent au moins 2%, c'est-à-dire qu'on prend déjà ce qu'ils payent et on fait la différence pour être sûr qu'ils payent au moins 2% de leur patrimoine. Je pense que c'est juste, que c'est normal qu'on va demander à tous les Français de payer la note du trou qu'ils ont fait dans les caisses. Et même en janvier, quand nous discutions avec le ministre de l'économie et la ministre du budget, c'est même une piste qu'ils avaient évoquée, où ils nous avaient dit qu'ils voulaient avancer de manière sérieuse cette année. Et comme à chaque fois, les réductions, elles sont faites. Par contre, la contribution des plus riches au budget de l'État, eh bien, c'est toujours pour plus tard. Nous, on demande que ça soit fait maintenant. Et donc les arbitrages de François Bayrou, ce sera à suivre mardi. Puisqu'on parle budget, demain, le chef de l'État doit prononcer un discours aux armées à la veille du 14 juillet. L'Élysée promet des annonces majeures sur la défense. Est-ce que vous êtes prête à voter, par exemple, une rallonge XXL du budget de la défense? Alors, pas XXL. Nous, on ne fait pas de chèque en blanc, y compris à la défense. Par contre, on a une vraie menace faite par la Russie, faite par le retournement d'alliance de Trump qui maintenant ne protège plus les Européens, mais a une convergence de vues avec Vladimir Poutine. Donc pour nous, ce qu'il faut, c'est ce qu'on appelle la stricte suffisance budgétaire. C'est-à-dire, déjà, on regarde le budget. C'est Damien Girard, député du groupe écologiste et social, qui l'a fait en tant que rapporteur d'une mission d'information. Il dit, voilà, ce qui peut être réorienté. Il faut, par exemple, donner plus à l'armée de terre pour reconstruire les munitions, par exemple, qu'on n'a plus assez. Donc déjà, on voit où est-ce que c'est pertinent. Par exemple, on arrête peut-être le dispositif Sentinelle et on réaffecte sur d'autres missions de l'armée de terre. Est-ce que vous êtes pour une économie de guerre, pour parler clairement? Non.
En fait, et aujourd'hui, on n'est pas en économie de guerre. En fait, si l'économie de guerre, c'est de dire on met tout sur le militaire et on arrête, ça ne marchera pas. Il faut faire une politique de sécurité globale. C'est-à-dire il faut de la dépense militaire, mais il faut par exemple aussi de la sobriété énergétique. Parce que pendant qu'on dépense pour l'armée, on continue à acheter du gaz aux Russes et on continue à acheter du gaz de schiste aux Américains. C'est pas possible d'être dépendant de nos ennemis. Donc il nous faut une politique de sécurité globale qui fait à la fois une solidité pour les armées, mais qui ne prend pas ça sur les questions, par exemple, d'investissement écologique ou sur les questions des prestations sociales, parce que vous savez, quand on est attaqué, la cohésion nationale, c'est indispensable. Cyril Chatelain, parmi les mesures qui devraient être annoncées demain, un éventuel retour du service militaire sur la base du volontariat. Est-ce que vous soutenez cette mesure ? Non. Je dis beaucoup trop non, mais parce qu'en fait, à un moment, je pense que la vision n'est pas la bonne. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut plus de moyens pour des réservistes. Il faut effectivement du moyen pour une armée professionnelle. Ça, c'est effectivement indispensable. Il faut faire en sorte que notre industrie militaire, elle fonctionne, mais à la fois qu'il ne puisse pas faire les dividendes de la guerre. C'est-à-dire que l'argent, c'est soit pour produire, soit pour embaucher ou améliorer les conditions de travail pour investir, et pas soit il le plus redonne. Dans la population. Mais on peut faire de la prévention, on peut former. En fait, par exemple, la formation au risque, de manière générale, je le redis, les attaques ne seront pas que des attaques militaires. Il y a la question de la manière dont ils vont faire de l'influence vers les réseaux sociaux. Il y a la question de la sobriété énergétique. Oui, on a besoin de mobiliser la population, mais pas uniquement que sur un point de vue militaire. Alors, on est contraint par le temps. Une loi à l'Assemblée a créé beaucoup de tensions cette semaine. C'est la loi Duplon qui, entre autres, réautorise l'utilisation d'un pesticide jusqu'ici prohibé pour les agriculteurs français. Hier, les députés écologistes, socialistes, insoumis ont saisi le Conseil constitutionnel. Est-ce que ça peut vraiment déboucher sur quelque chose ? Oui, car ce texte est en train de détruire tout le code de l'environnement. Et je sais qu'hier, vous aviez la ministre de l'Agriculture, à votre place, Annie Genevard. Et donc, je vous remercie de me donner l'occasion de revenir sur des mensonges. Elle a dit que ce produit n'a été interdit par aucune autorité scientifique. Non, alors, par exemple. Alors, ce produit est reconnu comme dangereux par des autorités scientifiques. C'est un neurotoxique, ça veut dire, et c'est un neurotoxique qu'on retrouve dans l'eau et qui passe la barrière placentaire, c'est-à-dire qu'il peut intoxiquer des bébés dans le ventre de leur mère. C'est un produit qu'on retrouve dans le liquide céphalorachidien des enfants et donc qui crée par exemple des troubles du développement, tout ce qu'on va dire troubles du spectre autistique, donc très troubles dangereux moteurs. À vous entendre. Extrêmement dangereux et pas que à mon temps, c'est 1000 médecins, chercheurs qui se sont opposés à ce texte-là. Et si on regarde, par exemple, le collectif des victimes des pesticides de l'Ouest, ça fait 10 ans. Non, mais alors, je le dis, ça fait 10 ans, ils accompagnent 440 personnes avec des maladies. C'est Parkinson, c'est des cancers. C'est pour ça qu'il ne faut pas passer loi Duplon. Et j'espère qu'Annie Genevard, à un moment, elle sera tenue pour responsable et aussi coupable, parce qu'en fait, ça suffit d'aller donner des fausses informations et après de s'en laver les mains. Et donc, on attendra le résultat de cette saisine du Conseil constitutionnel. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin pour les 4 P.